Savez-vous que le plus petit pays du monde est une monarchie absolue dirigée par le pape? Et oui, il s'agit du Vatican. Ce petit État couvre 44 hectares, équivalent en gros à un petit double de la superficie du Champ de Mars à Paris, et est enclavé au cœur de Rome, capitale de l'Italie. Alors oui, c'est petit, et on peut même trouver ça curieux de voir qu'il existe un si petit État indépendant et reconnu internationalement. Et ce qui est plus curieux encore, c'est que cet État n'a même pas un siècle. Mais alors, d'où sort-il? Et puis au fond, pourquoi le pape, qui est le chef de l'Église catholique, a-t-il son propre pays? Quelle légitimité a-t-il eu à prétendre diriger un État indépendant? Je vous explique tout cela en quelques minutes. Je profite de l'occasion pour vous partager une bonne nouvelle. Cette vidéo est produite en partenariat avec le musée des plans reliefs à Paris, qui est un super endroit pour celles et ceux qui aiment l'histoire comme moi. Se trouvant au 4e étage des Invalides, c'est l'un des incontournables de Paris, et pourtant, nous sommes nombreux à être passés à côté sans le savoir. Vous y trouverez des plans reliefs qui sont des maquettes de places fortes des villes frontières du Royaume de France, formant une collection unique par son histoire, son ampleur, sa valeur documentaire et pédagogique, ainsi que par sa modernité. Le musée des plans reliefs s'adresse à tous les publics, des adultes aux enfants de tout âge, personnes en situation de handicap ou non. Dans le but de valoriser les pièces exposées, le musée met également à la disposition du public des bornes numériques leur permettant de faire une visite virtuelle des sites historiques, comme c'est par exemple le cas avec le magnifique et impressionnant plan relief du Mont Saint-Michel, qui est l'un de mes favoris. Plus récemment, les visiteurs peuvent s'immerger dans le plan relief de Bayonne grâce au dispositif numérique nouvellement installé et permettant de découvrir la maquette en détail et en haute résolution. Bref, vous l'avez compris, j'ai absolument adoré, et si vous avez un après-midi devant vous et que vous aimez l'histoire de France et d'Europe, c'est juste génial. Pour s'y rendre, c'est tout simple, rendez-vous au 4e étage des Invalides, et pour plus d'informations, je vous ai mis un lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Sur ce, revenons-en à l'histoire du Vatican. L'origine du Vatican se trouve au 8e siècle lorsque l'évêque de Rome de l'époque, Étienne II, parvient au travers d'un accord avec le roi des Francs Pépin le Bref à s'octroyer un territoire sur lequel il a autorité. Cela n'avait rien d'évident puisque l'évêque de Rome, que l'on appelait déjà pape à l'époque, au sens de père symbolique et religieux bien évidemment, dépendait de l'autorité de ce qui était à l'époque encore l'Empire romain, que nous connaissons plutôt sous le nom d'Empire byzantin et dont la capitale était Constantinople, qui est l'actuelle Istanbul. Cet évêque de Rome ne disposait pas du pouvoir temporel sur la ville ni sur sa région, en dehors de quelques propriétés appartenant à l'Église, et le pouvoir politique théorique dépendait de l'exarque de Ravenne, c'est-à-dire en gros d'un gouverneur de l'Empire byzantin, bien que la situation était en pratique beaucoup plus floue du fait de la montée en puissance des Lombards, qui étaient un peuple germanique s'étant installé en Italie au VIe siècle. Ces mêmes Lombards vont causer quelques belles frayeurs au pape Étienne II, qui se tourne ainsi d'abord vers l'empereur byzantin, qui n'est pas en mesure de le protéger, poussant ainsi l'évêque de Rome à se tourner vers l'homme fort du moment en Occident, Pépin, roi des Francs. Ce dernier accepte de soutenir le pape, et après l'échec de négociations avec les Lombards, les Francs imposent par la force l'attribution de l'ancien exarcat de Ravenne à l'évêque de Rome, c'est-à-dire toute une partie du centre de l'Italie comme vous le voyez à l'écran. Cela se fait au travers de ce que l'on appelle le traité de Quercy aux donations de Pépin. Cette donation a par la suite été légitimée au travers d'un faux document que l'on appelle la donation de Constantin, indiquant que l'empereur romain Constantin, qui a régné bien avant, au IVe siècle de notre ère, aurait donné au pape de l'époque un grand nombre de droits, comme la préséance de l'évêque de Rome sur tous les autres évêques, donc en gros l'évêque de Rome était censé être le chef de la chrétienté, ce qui n'était pas le cas dans les faits, ainsi que des propriétés, dont la propriété de la cité de Rome, de l'Italie et même des provinces d'Occident de l'Empire. On est sur un cas classique de plus c'est gros, plus ça passe, puisqu'ils n'y sont clairement pas allés à reculons, mais quoi qu'il en soit, voilà comment pour la première fois l'évêque de Rome, qui n'était au préalable qu'un chef religieux, devient en pratique rien de moins qu'un seigneur médiéval, qui va donc devoir défendre son territoire, portant alors le nom de, du moins dans le traité de Quercy, République de la Sainte Église de Dieu, qui n'était donc pas une république comme on l'entend de nos jours, vous l'aurez compris, territoire que l'on appelle par la suite État de l'Église ou État pontificaux. Mais cet événement qui est déjà majeur va pourtant avoir d'autres conséquences qui vont purement et simplement changer le cours de l'histoire et justifier l'existence du Vatican de nos jours. Ce traité a pour conséquence de naturellement et progressivement faire basculer l'évêque de Rome de la sphère politique et culturelle orientale de l'Empire byzantin vers la sphère politique et culturelle occidentale et franque de Pépin et de ses successeurs. Ne pouvant compter sur l'appui byzantin, les évêques de Rome successifs s'appuient de plus en plus sur les Francs. En parallèle, ce mouvement fait qu'ils gagnent peu à peu en influence jusqu'à avoir une autorité spirituelle réelle, ainsi qu'une influence politique non négligeable sur une bonne partie de l'Europe occidentale. Tout cela engendre au cours des siècles suivants plusieurs accrochages politico-religieux entre les évêques de Rome et les évêques de Constantinople, menant à une séparation progressive de l'Église chrétienne en deux. D'une part l'Église d'Orient, que l'on appelle de nos jours Église orthodoxe, et d'autre part l'Église catholique en Occident, avec à sa tête l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape.
C'est généralement au XIe siècle que l'on place cette séparation, même si la coupure évolue encore par la suite et n'est à l'époque pas définitive. Et c'est ainsi que l'évêque de Rome, ancien sujet de l'empereur byzantin, est en 3 siècles devenu le dirigeant indépendant, dans les faits, d'un État ainsi que le chef spirituel de la majorité des chrétiens d'Occident. Par la suite, au cours des siècles suivants, le territoire des États pontificaux évolue dans le temps, avant d'atteindre son apogée au XVIe siècle, contrôlant notamment une bonne partie de l'Italie centrale. Mais cela ne se fait pas dans la simplicité puisque les frontières de cet État ainsi que cette autorité ont été régulièrement contestées, autant par les États italiens voisins que par les différentes puissances européennes de l'époque. De fait, tout au long de cette période, s'étalant du Moyen-Âge à la Révolution française, les papes successifs jouent un rôle très politique, mélangeant leur autorité religieuse à leurs intérêts politiques et souvent également à leurs intérêts personnels. Les États pontificaux vont ainsi connaître une première véritable crise existentielle en 1798 lorsque Napoléon Bonaparte, à l'époque général de la toute jeune République française, s'empare de Rome et des terres du pape dans le contexte des guerres révolutionnaires françaises menant à la disparition temporaire des États pontificaux, et ce jusqu'à la chute définitive de Napoléon en 1815. C'est à ce moment-là que le Congrès de Vienne, qui est un moment complexe de l'histoire européenne, où les puissances victorieuses et coalisées contre la France redistribuent les cartes à la suite de la période, rétablit les États pontificaux au sein d'une bonne partie de ses frontières. Cependant, le XIXe siècle n'en est pas pour autant tranquille et le pape doit faire face à plusieurs révoltes et révolutions, autant contre son autorité que dans le cadre du mouvement d'unification de l'Italie. Et oui, les États pontificaux sont alors perçus par une partie des acteurs de l'unification italienne comme un obstacle, autant géographique que politique. De plus, dans ce contexte mouvant et instable, aggravé par les révolutions de 1848, l'autorité du pape sur son propre territoire finit par dépendre d'une protection étrangère assurée par 2 puissances qui sont rivales entre elles, plaçant leurs pions donc dans la région, la France et l'Empire d'Autriche. Cependant, en 1859, les choses changent. C'est cette année-là que les Autrichiens sont vaincus par les forces conjointes de l'Empire français de Napoléon III et du royaume de Piémont-Sardaigne, qui était un État italien particulièrement proactif dans le mouvement d'unification italienne. La défaite autrichienne, combinée à la faiblesse des forces armées pontificales, engendre le délitement rapide de l'autorité politique du pape sur ces terres. Ainsi, dès 1861, il ne contrôle plus que Rome et sa région, qui ne tient que par la protection française du pape. Mais que se passe-t-il lorsque Napoléon III est vaincu en septembre 1870 par la Prusse, causant la chute du Second Empire français? Eh bien, la guerre franco-prussienne engendre le départ des troupes françaises, permettant aux troupes du Royaume d'Italie, proclamées quelques années plus tôt en 1861, de s'emparer de Rome dès le 20 septembre 1870, qui devient dès le mois suivant la capitale du royaume. En conséquence de cela, le pape Pie IX, qui est chassé du palais Quirinal, qui était la résidence papale, se réfugie dans le palais du Vatican. Ne reconnaissant pas l'annexion des États pontificaux par le Royaume d'Italie, qui a cependant dans les faits bien eu lieu, il se trouve ainsi en quelque sorte prisonnier dans son palais du Vatican, où il est cantonné à son rôle de chef de l'Église catholique. Cette situation tendue n'est résolue que bien plus tard, en 1929, au travers des accords de Latran entre l'Italie fasciste de Mussolini et le Saint-Siège. Et pour la précision, le Saint-Siège désigne la personne morale du pape, c'est-à-dire le rôle de pape et son administration. Dans ces accords, le Saint-Siège reconnaît l'Italie unifiée, incluant les territoires pontificaux qui ont été annexés, en retour de quoi l'Italie reconnaît et garantit l'indépendance du Saint-Siège au sein des 44 hectares du Vatican, sur lequel le pape a donc toute autorité. Et c'est donc ainsi que le pape est encore de nos jours le souverain d'un petit État indépendant au cœur de Rome, le Vatican. Maintenant que vous savez pourquoi le Vatican existe, saviez-vous qu'il existe en Italie un autre État enclavé, et pourtant indépendant? Non? Eh bien la vidéo suivante va vous intéresser.